Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition d'Actuel consacrée à la planète et à celles qui la défendent. À la COP28 à Dubaï, il y a bien peu de femmes présentes, que ce soit dans les chefs d'État ou dans les délégations de négociation. Et pourtant, les femmes ont toujours été en première ligne pour défendre l'environnement. Tout le monde connaît par exemple Greta Thunberg, mais avant elle, il y en a eu d'autres, et notamment Jane Goodall, la primatologue, célèbre spécialiste des chimpanzés. Elle est notre invitée dans cette édition. Avant de la rencontrer, son portrait. De la tendresse et de la passion, c'est ce qui unit Jane Goodall et ses chimpanzés. Avant elle, jamais personne ne les avait approchés d'aussi près. Pourtant, rien ne l'a prédisposée à une telle aventure jusqu'à son voyage au Kenya et sa rencontre avec le paléontologue britannique Louis Leakey. Elle a tout juste 20 ans. La fabuleuse histoire de Jane Goodall s'écrit ensuite en Tanzanie, au sein du parc national de Gombe. Les premiers contacts avec les chimpanzés ne sont pas simples, mais au bout de 6 mois, un lien de confiance est établi. Jane Goodall a passé des heures à observer les primates. Elle remarque alors qu'ils utilisent des branches pour extraire des termites de terre afin de se nourrir. C'est l'une de ses plus importantes découvertes. Quand j'ai vu ce singe se servir d'un outil, c'était très excitant. Parce qu'avant, tous les scientifiques pensaient que seuls les humains utilisaient des outils. Tout a changé alors. Ce qui m'a surprise, c'est d'être la première à le voir. L'anthropologue démontre plus tard que les chimpanzés ont une personnalité et des émotions. Des scientifiques ont afflué du monde entier dans le premier centre de recherche qu'elle crée dans cette jungle. Aujourd'hui, des dizaines d'instituts portent son nom sur la planète. Figure emblématique de la défense du vivant, Jane Goodall se fait aussi l'avocate des populations humaines qui vivent à proximité des animaux et des espaces naturels. Et pour convaincre, elle parcourt inlassablement le monde. Et j'ai le plaisir d'être en présence de Jane Goodall, la célèbre primatologue spécialiste des chimpanzés. Merci beaucoup d'être avec nous pour cette édition spéciale d'Actuel. La COP28 a lieu en ce moment à Dubaï. Quelle a été votre première réaction quand vous avez entendu que ce serait dans un état pétrolier qu'aurait lieu cette réunion? J'ai été choquée. Ce qui est vraiment compliqué, c'est que certaines personnes sont paradoxales. Et il se peut que par certains aspects, cet aimant à pétrole qu'est Dubaï se soucie réellement de l'environnement. Mais d'un autre côté, ça semble totalement incongru que la COP28 se déroule dans un pays dont l'existence même dépend entièrement du pétrole. Les catastrophes climatiques et environnementales se multiplient et s'accélèrent. Est-ce que vous diriez que nous avons passé le point de non-retour? Je pense que nous avons encore une fenêtre d'action, mais elle est en train de se refermer. Et la seule raison pour laquelle, à presque 90 ans, je voyage encore 300 jours par an dans le monde entier et que je participe au Forum économique mondial, c'est parce que si nous nous réunissons maintenant, les grands comme les petits, les citoyens ordinaires et la jeunesse aussi. Si nous faisons corps et si nous agissons maintenant, nous pourrons au moins ralentir le changement climatique et la perte de biodiversité. Ces deux éléments sont tellement étroitement intriqués qu'il est impossible de les séparer. Mais la fenêtre est en train de se refermer et je ne sais pas à quel point. Il y a bien peu de femmes présentes dans les négociations climatiques. Et pourtant, les femmes et les enfants ont 14 fois plus de risques de mourir lors des catastrophes climatiques. Est-ce que cette sous-représentation à Dubaï vous inquiète? Honnêtement, je pense qu'au cours de ma vie, le rôle des femmes en politique et dans les affaires, dans toutes sortes de domaines, a vraiment explosé. J'ai grandi il y a bien longtemps. Et lorsque j'ai voulu aller en Afrique pour la première fois à l'âge de 10 ans, l'idée de devenir scientifique était franchement impensable à l'époque. Depuis, les choses ont énormément changé. Elles n'ont pas encore suffisamment changé, mais c'est une bonne chose que les femmes soient davantage représentées. Et même si on ne les voit pas beaucoup devant le public, qu'elles ne sont pas sur le devant de la scène, elles sont nombreuses à travailler dans l'ombre et à préparer la COP28.
Vous êtes l'une des toutes premières femmes primatologues, vous travaillez en Afrique dans un domaine scientifique largement dominé par les hommes. Est-ce que c'était difficile, cette position? J'ai eu de la chance parce qu'il n'y avait personne dans ce domaine, donc je n'avais pas de concurrence. Il y avait George Shallow avec les gorilles des montagnes et 2 Américains en Afrique du Sud, mais personne n'avait vécu plusieurs années avec des chimpanzés sauvages. Personne. J'étais la première. Alors oui, il y a ce grand truc, le National Geographic qui m'a mise en couverture et il y a eu beaucoup de critiques. Oh, on ne parle d'elle que parce qu'elle a de belles jambes. Si on disait ça aujourd'hui, les femmes seraient hors d'elle et deviendraient folles. Mais moi, je me disais, si ce sont mes jambes qui m'ont permis d'avoir de l'argent du Géographique, eh bien, je remercie mes jambes. C'était une époque différente. Quand j'étais là-bas, le féminisme n'avait pas vraiment commencé. Et je pense que tout le monde était fasciné par moi parce que c'était un peu la belle et la bête, vous voyez. Donc j'ai eu beaucoup de chance et je n'ai pas du tout eu à me mesurer à des hommes. Vous racontez qu'en 1986, à une conférence sur la conservation à Chicago, vous êtes arrivée comme une scientifique, mais que vous en êtes repartie comme une militante. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas ? Ce qui s'est passé, c'est que même si à l'époque j'avais bien conscience de la déforestation, que les chimpanzés étaient chassés et certains étaient vendus comme viande de brousse, je n'avais tout simplement pas réalisé à quel point cette déforestation était massive, l'ampleur de la destruction de l'habitat des singes et de la vitesse à laquelle les chimpanzés disparaissaient. J'ignorais, lorsque je suis allée à cette conférence, les horribles souffrances dans les laboratoires de recherche médicale. Mais j'ai vu des images tournées en secret. J'ignorais les cruels entraînements auxquels étaient soumis les chimpanzés dans les cirques. Alors oui, je suis allée à cette conférence en tant que scientifique et j'en suis repartie en tant que militante. Les gens m'ont dit que ça avait dû être une décision difficile, mais je n'ai pas pris de décision. C'est quelque chose qui s'est imposé à moi. Je suis repartie en sachant qu'il fallait que j'essaie de faire quelque chose, même si je ne savais pas quoi. Votre sujet d'étude, ce sont les chimpanzés, mais rapidement, vous vous êtes rendu compte qu'il fallait également s'intéresser aux humains qui vivent à côté d'eux. Comment ça s'est concrétisé pour vous ? À la fin des années 80, j'ai été stupéfaite de ce que j'ai vu depuis un petit avion. Un petit îlot de forêt entouré de collines complètement nues et plus de personnes que la Terre ne pouvait en nourrir. Trop pauvres aussi pour pouvoir s'acheter de la nourriture. Pourquoi coupaient-elles les arbres? Pour survivre, en vendant du charbon, du bois ou en libérant des surfaces pour faire pousser plus de nourriture. Et cela en risquant que des maladies soient transmises entre les humains et les chimpanzés, car ils nous ressemblent plus que n'importe quelle autre créature au monde. Et c'est là que j'ai compris, si on n'aide pas ces gens à trouver des moyens de survivre sans détruire leur environnement, nous ne pourrons pas sauver les chimpanzés, les forêts ou quoi que ce soit d'autre. Et ça a été le début de la méthode du Jane Goodall Institute, la conservation menée par les communautés, la toute première organisation au monde à s'intéresser à la conservation, non pas en parlant des animaux sauvages, mais simplement en s'intéressant aux problèmes des personnes et en leur demandant à elles comment on pouvait les aider et les aider à gérer leurs problèmes. Et petit à petit, on a pu ajouter d'autres choses, comme des bourses d'études pour que les filles puissent avoir pour la première fois la possibilité d'un enseignement secondaire, du microfinancement sur le modèle de la Grameen Bank de Muhammad Yunus pour que les villageois puissent créer leurs propres entreprises durables et respectueuses de l'environnement. Et ça a tellement bien marché que les populations locales sont devenues nos alliés dans la conservation, qu'elles ont compris que la préservation de l'environnement, ce n'est pas seulement les animaux, mais que c'est pour leur propre avenir. Et puis bien sûr, dans tous les villages avec lesquels nous travaillons, le programme Roots and Shoots est développé dans les écoles. Vous avez parlé par le passé de l'empathie dans votre travail scientifique, qualité qu'on qualifie encore beaucoup de féminine. Est-ce que vous diriez que l'empathie, c'est compatible avec la rigueur scientifique ? En fait, la science, ça devrait être rapporter des faits. Et si vous avez de l'empathie pour votre sujet de recherche, vous êtes davantage susceptible de le comprendre. Si vous êtes juste froidement objectif, comment pouvez-vous déterminer ce qui motive certaines de ces actions ? Ça ne marche que si vous les comprenez vraiment et que vous êtes empathique. Donc pour moi, l'empathie a toujours été très, très importante.
Et vous savez, avant on me disait qu'il fallait que les chimpanzés aient des numéros et pas des noms, que je ne pouvais pas parler de personnalité, d'esprit ou d'émotion. Ça n'existe plus vraiment aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut encore apprendre des chimpanzés? Un domaine dans lequel ils sont vraiment bons, c'est la résolution des conflits. Ils n'aiment pas la tension des disputes et ils ne sont pas bien jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. Vous savez, chez les chimpanzés, le chef a toujours raison. Donc c'est aux subordonnés d'aller le voir et de demander du réconfort même s'il n'était pas en tort. Mais une fois qu'ils se sont tapotés la main, tout va bien. Et je pense que nous pourrions en tirer des leçons. Qu'il faut parfois oublier ce que nous savons être juste afin de maintenir la paix. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des batailles communes à la fois pour les droits de la nature et les droits des femmes ou des minorités? Je pense que de plus en plus, les gens réalisent qu'il faut combattre les discriminations et se battre pour l'égalité. Égalité entre les sexes dans plusieurs domaines de la société. Et donc la bataille pour l'égalité et les femmes, pour une meilleure position des femmes dans la société, n'est pas différente de la bataille pour donner une place à la nature dans notre société et en comprendre les bénéfices. Tout est interconnecté en fait. C'est un combat pour la justice pour les personnes, la justice pour les animaux et la justice pour l'environnement. Merci beaucoup, Jane Goodall, d'avoir pris le temps de nous répondre. C'est déjà la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt sur France 24.